L'Europe s'apprête à voter, ce sera au mois de juin prochain, entre le 6 et le 9. Nous allons tenter de comprendre quels sont les enjeux du scrutin européen. Pour cela, nous recevons Dominique Régnier, politologue et professeur des universités à Sciences Po. Bonjour et merci d'être avec nous. Bonjour, avec plaisir. Je rappelle que vous êtes le co-auteur d'un ouvrage qui s'intitule L'Europe et la souveraineté, approche franco-italienne 1897-2023. Tout d'abord un mot sur ce livre, dans lequel on croise les discours de plusieurs personnalités françaises et italiennes, Charles de Gaulle, François Mitterrand, Mario Draghi ou encore Aldo Moro. Quel est le point commun entre toutes ces personnalités ? Le point commun, c'est un ancrage historique profond, puisque ça commence à la fin du XIXe siècle, où l'on voit des personnalités politiques de leur époque prendre position sur la question compliquée du lien entre la souveraineté nationale et le projet européen. Puisqu'évidemment, le projet européen, par nature, porte le dépassement relatif ou absolu pour certains, les fédéralistes, de la souveraineté nationale. Et cette espèce de chemin à travers non seulement des textes théoriques, mais surtout des textes de politique en situation de décider, qui nous amène d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, comme vous l'avez dit, eh bien, est une façon de mieux comprendre la dialectique qui a conduit les Européens à fabriquer cette espèce de système étrange qui combine les deux. Vous venez de parler de projet européen. Quel regard aurait-il aujourd'hui sur ce qu'est l'Europe ? Je pense qu'il serait impressionné par le chemin parcouru et surtout depuis quelques années, je dirais 10-15 ans, parce que ce à quoi ils se sont toujours heurtés, c'est l'obstacle du respect de la souveraineté nationale et du projet qui est quand même plus ou moins fédéral. Et cette tension-là, elle n'a jamais été résolue. Et au fond, on est en train de le faire, résoudre, je ne sais pas, mais en tout cas de combiner. L'euro est une monnaie fédérale pour les pays qui en sont membres. Il y a un budget fédéral aujourd'hui, en quelque sorte. Et donc, il y a une espèce de fédéralisation par la nécessité. On l'a vu avec le Covid, on le voit aujourd'hui avec la menace que représente la Russie. Vous en parliez à l'instant. Et donc, c'est une espèce de progrès à partir du concept initial et d'un dépassement de cette tension, mais à condition, je dirais, de ne pas la poser explicitement comme un sujet. Si on fait un référendum, est-ce que vous voulez cesser d'être français ou allemand ou autre et devenir européen ? Je pense que la réponse ne serait pas positive. Venons-en aux élections européennes qui se dérouleront le mois prochain, entre le 6 et le 9. Les électeurs européens voteront-ils pour des motifs nationaux ou européens ? Alors il y a toujours, c'est une question qui tout de suite est compliquée parce qu'il y a toujours des motifs nationaux, on l'a beaucoup dit, et c'est vrai encore pour ces élections européennes 2024. Notamment parce que pour les électeurs, c'est un système quand même de repérage qui est plus simple. On est plus habitué à nos problématiques nationales qu'aux problématiques européennes. Donc ça a toujours existé, ça va exister là encore. On va juger en France ce qu'on pense d'Emmanuel Macron ou de son gouvernement, etc. Mais je crois que c'est la première fois, à mon avis, qu'il y a ce que j'appellerais, moi, au fond, un agenda géopolitique. Il est évident, vous en parlez tous les jours sur cette chaîne, il est évident qu'il y a un chamboulement, une reconfiguration du monde, que l'Europe est sollicitée au sens où elle est appelée à comprendre différemment le monde, probablement aussi à changer son rapport au monde, et que tout ceci est au fond sature en quelque sorte comme un arrière-fond le débat sur les européennes. Ça ne veut pas dire que les candidats en parlent assez. Je pense qu'ils n'en parlent pas assez. Ils préfèrent se replier sur des thématiques nationales où ils sont plus à l'aise. Mais en réalité, ce à quoi les Européens aujourd'hui aspirent, c'est à mieux comprendre ce qui arrivera à l'Europe dans un temps qui est quand même plein de menaces, d'opportunités sans doute, mais aussi de menaces. Alors on va revenir sur les enjeux géopolitiques, mais faisons une petite parenthèse sur la France avec les élections européennes. Elles sont présentées comme des élections de mi-mandat. Selon vous, quel est le poids des enjeux intérieurs dans le vote des Français ? Ça va compter, bien sûr. Moi, je dirais, si vous voulez, que et c'est là qu'il y a une forme d'injustice dans ces élections européennes, qui sont les seules élections transnationales au monde, avec 360 millions d'électeurs, si je ne me trompe pas, qui vont être convoqués. La difficulté, c'est que nous allons avoir une nationalisation du scrutin. Et du coup, comme on sait bien que ce n'est pas un vrai sujet national, vous aurez une abstention massive de beaucoup de ceux qui comprennent que c'est pas national et que du coup la campagne... Est-ce la raison pour laquelle le Rassemblement national est donné si haut dans les sondages ? Et voilà, et je pense que c'est la deuxième conséquence, après l'abstention, c'est qu'on en fait un scrutin de protestation.
On sait qu'au fond, on ne va pas en payer le prix, que si le RN termine en tête, eh ben, on ne va pas en subir les conséquences. Ce n'est pas comme une élection nationale, il faut bien réfléchir, ou une élection municipale, où il faut bien réfléchir aussi, parce que c'est vous qui en payez le prix. Là, c'est plutôt, au fond, je vais dire ce que je pense de mon mécontentement à l'égard du président de la France et peut-être même de la marche du monde. Mais je sais que ça ne me coûtera rien. On croit d'ailleurs que ça ne coûte rien, mais en réalité, il y a toujours un coût. Les élections européennes cette année se déroulent dans un contexte géopolitique tendu, hein, vous l'avez dit tout à l'heure. La guerre entre le Hamas et Israël, oui. La guerre entre la Russie et l'Ukraine. En quoi ces deux guerres pourraient peser dans le vote des électeurs européens? Alors, je pense que ça va peser dans un sens premier qui est celui de sommes-nous capables d'opposer une puissance à ces menaces? Et l'Europe, jusqu'à présent en tout cas, n'a pas voulu assumer le projet de puissance. C'était d'ailleurs présent dans le deuxième discours de la Sorbonne du président Macron. Il va y avoir quand même là un rendez-vous historique pour les Européens. Est-ce que oui ou non, on peut ne pas être une puissance dans le monde aujourd'hui tel qu'il est ? Ça paraît difficile. Et si il faut une puissance, quelle puissance européenne? On se souvient de l'échec de l'armée européenne en 1954, mais l'idée revient aujourd'hui. Ça, je pense, c'est un aspect déterminant. Le deuxième aspect, c'est celui des frontières. Les Européens peuvent-ils vivre sans frontières dans un monde globalisé où quand même nous serions le seul... Et là, vous faites référence à la question migratoire, qui inquiète certains électeurs européens. Oui, mais aussi le terrorisme. Le terrorisme. Où l'idée génère de manière... la question migratoire, je précise, c'est l'immigration illégale qui préoccupe les Européens. Hein. Et le terrorisme, c'est parce qu'on a l'impression qu'au fond, on ne sait pas se protéger de menaces qui viennent dans le monde. C'est la même chose pour les pandémies, si vous me permettez la comparaison. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment arrêter ces choses-là. Il y a beaucoup d'éléments de ce type, y compris à l'égard de la crainte d'être entièrement sous la coupe des plateformes numériques américaines. C'est un peu la même chose, au fond. On demande de la maîtrise aux Européens, aux gouvernants. Et qu'en est-il de la question écologique? On l'a vu tout à l'heure en Pologne, à Varsovie, il y avait des manifestations contre les réglementations européennes en matière environnementale. Qu'en est-il de cette question? Alors, il y a une asymétrie, je trouve, qui dure depuis 2019 entre un agenda européen très écologique et là, je me réfère plutôt aux données électorales qu'aux sondages, hein, et une réponse électorale qui est plutôt sceptique sur l'utilité, à tort ou à raison, de ces politiques, et qui met davantage l'accent sur, dans les élections, sur les frontières, la puissance, la croissance, l'emploi, la réduction des inégalités, etc. Donc, il y a une dissociation qui est problématique et qu'il faudra corriger, dans un sens qui sera celui des électeurs, hein, qu'il faudra corriger pour éviter une rupture entre les élites européennes et leurs électeurs. Dominique Régnier, merci d'avoir répondu à nos questions au sujet des enjeux des européennes le mois prochain.